Macky Sall a lancé un appel au dialogue à toutes les forces vives de la nation. Quelle est, vous, Dr Cheikh Tidiane Gadio, votre position sur ce dialogue? Alors, moi j'ai participé, j'ai eu l'honneur d'être invité dans le dialogue précédent et j'étais porte-parole de la commission justement ressources naturelles, pétrole, gaz avec mon grand frère ami le général Abdoulaye Fall, ancien chef d'état-major des armées. Nous avions fait un excellent travail, le Covid nous a interrompus et malheureusement le travail ayant été suspendu n'a jamais été ramené sur la table. Et nous avions fait un excellent travail, nous étions au bord de la conclusion. Ce qui me gênerait moi, c'est que le dialogue soit une réaction à une crise qui est là, larvée, une crise extrêmement grave qui touche à l'identité de notre pays et de notre peuple. Une crise qui a fait du Sénégal un pays méconnaissable. Et si on fait un dialogue avec l'objectif principal de résoudre les problèmes internes de la classe politique, ceux qui veulent être amnistiés, ceux qui veulent interpréter la Constitution d'une autre façon. Ouais. Si c'est cela, c'est un dialogue pas national, mais un dialogue entre politiciens. Or, le dialogue que nous voulons, nous, c'est véritablement un dialogue sur les fondamentaux de la République du Sénégal. Et à l'heure actuelle, au vu de la situation, est-ce que le dialogue politique, le dialogue entre les acteurs politiques ne s'impose pas au-delà du dialogue national? Mais justement, il faut inverser. C'est le dialogue national. Moi, j'ai toujours appelé, si vous pouvez, comme on dit, si vous faites l'archéologie des déclarations de quelqu'un, j'ai toujours dit que l'absence de conversation nationale sur le Sénégal, sur l'Afrique, nous ont menés à l'impasse. Nous sommes dans l'impasse. Et quand on décide maintenant de dialoguer, on circonscrit le dialogue à la question politique. Et vous savez quel est le danger? C'est que nous avons fait des hommes et des femmes politiques de ce pays, des acteurs qui croient que le Sénégal tourne autour d'eux. Des acteurs qui ne se rendent pas compte que la classe politique au plan mondial est plongée dans une sorte de naufrage. Et la classe politique sénégalaise est dans un naufrage profond. Je suis très sérieux. Et pour cette raison, la classe politique a plutôt besoin d'écouter. Parce qu'elle n'écoute pas les citoyens. Elle est convaincue de ses certitudes. Drapée dans ses certitudes, ils vont aller dialoguer. Pourquoi? Comme j'ai dit, pour leur sort en tant que politique. Ils veulent régler le problème. Alors que si on avait un dialogue national, mais la jeunesse sénégalaise, le désarroi de la jeunesse sénégalaise, la gravité de la situation de l'agriculture, de l'éducation, de la santé, c'est des questions extrêmement importantes pour tous les Sénégalais. On a un gouvernement élu sur un programme, qui déploie son programme, qui fait de très bonnes choses dans certains secteurs, qui a besoin d'entendre les avis des autres sur d'autres secteurs. Et maintenant, effectivement, le jeu politique, comme vous dites, à l'approche des élections présidentielles, il y a des urgences, d'autant plus que la crise actuelle, effectivement, a un contenu politique extrêmement important. Mais si on appelle le dialogue national un dialogue politique, ça veut dire encore une fois la classe politique fait semblant de monopoliser ce pays et de déployer ses propres intérêts et de laisser le peuple en rade. Alors, et ça, c'est pas bon. La classe politique qui monopolise, comme vous l'avez dit, le pays. En 2002, l'Irlandais John Holloway a publié un livre intitulé Change the World Without Taking Power. En français, Changer le monde sans prendre le pouvoir. Pensez-vous, docteur Cheikh Tidiane Gadio, vous qui êtes un acteur de la société civile, qu'il est possible de changer ce pays sans prendre le pouvoir? Alors, vous avez dit, vous qui êtes un acteur de la société civile, j'ai été obligé, justement, de faire la transition d'une société civile pure. La RADDHO de M. Aluntine, mon ami, a été créée dans mon bureau au CESTI. Parce que j'avais décidé de quitter la classe politique fin des années 70, début des années 80, parce que je n'étais plus convaincu par leur combat. Et je pense que les combats de l'Afrique portaient sur des enjeux liés aux droits humains, aux droits des femmes, aux droits des jeunes, des enjeux liés à la liberté de la presse, et qu'il fallait prendre nos institutions par le bas pour les faire monter. Et je me suis engagé dans ça jusqu'au moment où nous avons créé le Forum des citoyens pour l'alternance. Nous-mêmes, nous ne cherchions pas le pouvoir. Tout le monde sait au Sénégal, quand Wade m'a proposé le poste de ministre des Affaires étrangères, je lui ai répondu que nous, on avait prévu de l'aider autrement en créant des think tanks pour l'accompagner dans l'agriculture, dans l'éducation, dans la santé, dans la gestion de la dette africaine, dans l'économie, etc. Mais que moi, je ne voulais pas être ministre. Il a fallu beaucoup d'autres débats pour qu'on arrive à la situation que l'on connaît. Donc, contribuer au changement, c'est vrai, mais malheureusement, le monde est structuré aujourd'hui de telle manière que si vous ne participez pas à la conduite des changements, vous n'aurez pas de résultat. Parce que ce que vous mettrez sur les postes de commande
pour diriger le changement, malheureusement souvent, quittent leur engagement, quittent le pacte moral, le pacte politique, pour déployer leur propre agenda. Donc, comme disait Obama, si vous détestez la politique, la manière de faire de la politique, la meilleure façon de détester la politique, c'est de s'engager en politique et de proposer une autre vision de la politique. Plutôt que, comme il dit, de soutenir les politiciens et les mauvais politiciens en restant chez soi. Parce que vous les laissez effectivement diriger votre pays comme vous ne le voulez pas, mais c'est comme si vous étiez indifférent. Et le contre-pouvoir alors? Le contre-pouvoir, en Afrique, j'ai noté d'ailleurs que pour se renforcer, le pouvoir central affaiblit toujours les contre-pouvoirs. On s'est retrouvé dans des situations où on prétend qu'on a un exécutif équilibré. On a un pouvoir étatique équilibré. Vous avez l'exécutif, le législatif, le judiciaire, et vous avez la société civile, vous avez la presse, vous avez, etc., les identités, les grandes personnalités, les identités remarquables, vous avez tout ce que vous voulez, vous avez les mouvements de femmes, les mouvements de jeunes. Mais après, quand vous voyez la marche de la vie politique dans un pays, tout tourne autour du pouvoir exécutif. Nous avons des constitutions monarchiques dans des républiques. L'hyperprésidentialisme a fait mal partout dans le monde et aujourd'hui, il fait très mal au Sénégal. Il faut l'arrêter. Il faut que le Sénégal ait le courage d'un virage très fort vers un système effectivement de partage du pouvoir et de gestion concertée du pouvoir. Nous ne pouvons pas élire un individu, homme ou femme, et lui dire vous êtes le président de la République, vous êtes le gardien de la Constitution, vous êtes la clé de voûte des institutions, vous nommez à toutes les fonctions civiles et militaires, en fait, vous nommez de fait le président de l'Assemblée nationale, vous le choisissez dans votre majorité, vous nommez le Premier ministre, vous nommez tous les ministres, vous nommez tous les directeurs généraux, tous les chefs d'agence. Vous vous rendez compte comment on peut confier à un être humain qui est loin d'être parfait? Il n'y a que Dieu qui est parfait. Oui. Au lieu de l'aider en réduisant ses pouvoirs, en le canalisant, et surtout réduire ses pouvoirs, ce n'est pas lui dire vous avez 10 pouvoirs, on vous prend 8. Non. Réduire ses pouvoirs, c'est chaque fois le faire réfléchir 2 fois avant de prendre une décision. Parce qu'il y a des contre-pouvoirs qui ont été mis en place qui sauront lui dire non. Dans notre système actuel, quels sont les contre-pouvoirs qui peuvent dire non au président de la République? S'il nomme tous les juges du Conseil constitutionnel, s'il est le président du Conseil supérieur de la magistrature, mais le président est omnipotent. Là, Dr Cheikh Tidiane Gadio, vous remettez en cause beaucoup de questions. Vous remettez en cause la séparation des pouvoirs, vous remettez en cause l'indépendance de la justice. Donc vous êtes pour une baisse totale de tous les pouvoirs qui ont été donnés au chef de l'État. Non, je veux que le chef de l'État exerce les pouvoirs qui lui sont donnés dans le cadre de l'exécutif. Moi, je suis par exemple contre le fait qu'on dise que le chef de l'État est le gardien de la Constitution. Comment peut-il garder quelque chose qui le garde lui-même, la Constitution? Ça fait presque sourire. Aux États-Unis, par exemple, le gardien de la Constitution, c'est la Cour suprême. C'est plus fort que la Maison-Blanche, c'est plus fort que le Congrès. Et c'est plus fort que tous les magistrats réunis. Leur mission essentielle, c'est de garder la Constitution. Quelqu'un disait que dans un système qui avance, on touche à la Constitution avec des mains tremblantes. C'est-à-dire qu'on fait très attention à la Constitution. C'est ça notre commun vouloir de vivre ensemble et d'organiser une société. Je ne suis pas contre la séparation des pouvoirs. Je demande au contraire qu'elle soit effective. Je demande qu'elle soit effective. Mais l'intelligence des systèmes, c'est que les 3 systèmes ne se neutralisent pas au point de bloquer la marche d'un pays. C'est-à-dire quand un parlement empêche un président de diriger, c'est grave. Quand un président bloque un parlement, c'est grave. Quand la justice peut bloquer le président... Mais vu les modes d'élection, Dr Cheikh Tidiane Gadio, est-ce qu'il est vraiment possible de régler cette question? Prenez le cas du Cap-Vert. Le président du Cap-Vert est un vrai président. Il représente son pays à l'extérieur. Il est la personnalité, le garant de l'unité nationale. Il représente les grandes valeurs du pays qu'on appelle le Cap-Vert. Mais les élections permettent d'élire un parlement qui choisit son premier ministre. Et ce premier ministre... Souvent au Cap-Vert, le président est de la droite, le premier ministre est de la gauche, ou le président est de la gauche, le premier ministre est de la droite, et ils ont un gentleman agreement pour dire que le pays nous a confié 2 types de responsabilités, chacun s'occupe de son travail. Est-ce qu'au niveau des politiques sénégalaises,